Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux où tout repose sur la stratégie, d'autres où il faut être le plus rapide, le plus observateur ou bien le plus malin. Et puis il y a ceux qui vous demandent quelque chose de beaucoup plus difficile, comprendre la façon dont une autre personne réfléchit. Et c'est précisément ce qui rend VIP RIP très particulier. Parce qu'ici, il ne suffit pas de trouver la bonne réponse. Il faut rentrer dans la tête du joueur qui l'a imaginé, comprendre pourquoi cette phrase lui évoque telle célébrité plutôt qu'une autre. Essayer de suivre son raisonnement, ses préférences, parfois même son humour ou sa manière d'apprendre une expression. Et c'est finalement là que se joue toute la partie. Le thème est assez décalé. Vous incarnez chacun votre tour Aurora la Fossoyeuse, qui est chargée d'associer des épitaphes à des célébrités disparues. Dit comme ça, cela semble assez simple. Pourtant, dès les premières minutes, on se rend compte que le vrai défi n'est pas simplement une association, mais créer une association que les autres joueurs vont comprendre. Très rapidement, la table commence à vivre. Une phrase est posée, immédiatement chacun y voit quelque chose de différent. Certains pensent à une référence historique, d'autres une expression populaire, d'autres encore un trait de caractère ou un événement marquant. Les discussions s'enchaînent naturellement. On argumente, on essaie de convaincre les autres, on remet ses certitudes en question. Et pendant tout ce temps-là, le fossoyeur reste silencieux. C'est probablement un des aspects qui m'a le plus marqué. Le joueur, qui connaît toutes les réponses, entend les autres parfois passer à côté, il les voit construire un raisonnement qui tient parfaitement la route, mais qui n'est pourtant pas du tout celui qu'il avait imaginé. Et malgré tout, il n'a absolument pas le droit de réagir. Pas un mot, pas un regard, pas un geste. Et ce que j'apprécie également, c'est que le jeu ne cherche pas à imposer une seule manière de penser. Les associations peuvent être très directes, très imagées, parfois même complètement inattendues. Finalement, ce ne sont pas les cartes qui créent les meilleurs moments dans la partie, mais ce sont les joueurs eux-mêmes. Ce sont leurs discussions, leurs références communes, leur hésitation, leur raisonnement qui donnent toute la personnalité au jeu. C'est un jeu publié par Omea Games. VIP RIP est un jeu pour 3 à 8 joueurs, imaginé par Eugénie Castagno et Eloy Pujadas. Tout cela mis en image par Victor Medina. Il peut se jouer à partir de 10 ans pour des parties de 20 à 30 minutes. Des parties relativement rapides qui s'expliquent très facilement. Si vous aimez les jeux où l'on débat, où l'on apprend à connaître la façon de penser des autres, où l'on construit des hypothèses, où chaque échange peut totalement faire évoluer la réflexion du groupe, alors VIP RIP a clairement quelque chose à vous proposer. Maintenant que l'ambiance est installée, que vous savez à quel type d'expérience vous attendre, je vous propose de découvrir ensemble comment se déroule une partie de VIP RIP. Allez, on va voir comment ça se passe. Avant de passer à la partie pratique, on commencera par la mise en place, afin de bien comprendre comment s'organise une partie. Nous verrons ensuite le déroulement complet d'une manche, le fonctionnement des différentes mécaniques, aussi bien en mode coopératif qu'en mode compétitif, sans oublier le mode avancé et les quelques précisions importantes à connaître. Une fois les règles passées en revue, je terminerai cette vidéo par mon avis complet, avec mon ressenti sur le rythme des parties, les interactions autour de la table et les sensations que le jeu procure, ainsi que le profil de joueur auquel il s'adresse le mieux selon moi. On va commencer par le mode coopératif, qui est idéal pour découvrir le jeu. Ici, tous les joueurs jouent ensemble, sans compétition. L'objectif est simplement de collaborer et de profiter de la partie. Pour la mise en place, commencez par préparer le cimetière. Prenez les 9 cartes tombes numérotées de 1 à 9 et disposez-les au centre de la table pour former une grille de 3 par 3. Toutes les cartes doivent être placées face visible en choisissant le même côté pour l'ensemble, soit le côté jour ou de l'autre côté, le côté nuit. Les autres cartes tombes ne sont pas utilisées, vous pouvez donc les remettre dans la boîte. Ensuite, mélangez les cartes célébrités et placez-en une sur chacune des 9 tombes, en les faisant légèrement recouvrir le bas de la carte tombe. Veillez à utiliser le même côté, jour ou nuit, que celui pour les tombes. Si une célébrité est inconnue de tous les joueurs, vous pouvez simplement la remplacer par une autre. Les cartes célébrités restantes sont ensuite mises de côté, afin de former une pioche placée face cachée. À côté de cette pioche, placez les cartes score positif sur la gauche et la carte score négatif sur la droite. Mélangez ensuite les cartes pierre tombale, puis formez une pioche face cachée. Placez cette pioche sur un côté de la table. Enfin, désignez le premier joueur, c'est la dernière personne à avoir vu un cimetière. Vous allez lui confier les 9 cartes Aurora la Fossoyeuse, ainsi que 5 cartes pierre tombale, qui sont piochées dans la réserve. Les cartes Aurora restantes sont remises dans la boîte. Une partie se joue en 3 manches. À chaque manche, le joueur actif incarne Aurora la Fossoyeuse. Son objectif est d'associer 3 de ces 5 pierres tombales à 3 des 9 cartes célébrités présentes dans le cimetière. Pour créer une association, il peut s'appuyer sur n'importe quel type de lien. Il peut être littéral, métaphorique, spirituel, ou tout autre rapprochement qui lui paraît pertinent entre la phrase inscrite sur la pierre tombale et la célébrité. Lorsqu'il estime avoir trouvé une association, il place la carte pierre tombale face visible au centre de la table. À côté, il pose face cachée la carte Aurora la Fossoyeuse dont le numéro correspond à la position de cette célébrité dans la grille des tombes. Par exemple, imaginons que je sois Aurora la Fossoyeuse. Donc je regarde mes cartes. Heureux au jeu, malheureux en amour. Je me dis que ça pourrait marcher avec Roland Garros. Je la pose face cachée. Et donc la carte 9 que j'associe, je la place comme ceci. Vous répétez cette opération jusqu'à avoir réalisé 3 associations. À la fin de cette étape, il doit donc y avoir 3 paires composées d'une pierre carte tombale face visible, donc comme ceci, et une carte Aurora face cachée. Ces 3 paires constituent ce qu'on appelle la combinaison numérique.
Les 2 cartes pierre tombale restantes ne sont pas utilisées et sont donc écartées. Pendant cette phase, le fossoyeur est le seul joueur autorisé à consulter les cartes Aurora face cachée. Il peut regarder la combinaison numérique autant de fois qu'il le souhaite et dans l'ordre qui lui convient. Cette combinaison correspond simplement aux 3 numéros de tombe associés aux 3 célébrités qu'il a choisies. Pendant qu'il cherche ces associations, le fossoyeur peut décider de renouveler sa main. Pour cela, il écarte une carte pierre tombale de sa main, comme ceci, et en pioche de nouvelles. Il peut effectuer cette opération autant de fois qu'il le souhaite. En revanche, chaque fois qu'il écarte une pierre tombale, il doit également renouveler une célébrité dans le cimetière. Il choisit une carte célébrité, la place dans la zone négative, et en remet une nouvelle. Dès que le fossoyeur a posé sa première association, les joueurs peuvent commencer à discuter. Ils échangent leurs idées afin de déterminer quelle célébrité correspond à chaque inscription présente sur les cartes pierre tombale. Pendant toute cette phase, le fossoyeur ne peut ni parler ni faire le moindre geste. Il reste totalement silencieux. Il écoute les échanges et continue simplement à préparer ses associations jusqu'à avoir constitué ses 3 paires. Le joueur situé à la gauche du fossoyeur devient le porte-parole de l'équipe. En cas de désaccord, c'est lui qui prend la décision finale. Une fois la discussion terminée, le porte-parole annonce la combinaison numérique à 3 chiffres, en respectant l'ordre défini par le fossoyeur grâce aux cartes Aurora. Le fossoyeur vérifie alors si la réponse est correcte. Si les 3 chiffres sont exacts et dans le bon ordre, les 3 cartes célébrités concernées sont déplacées dans la zone positive. Chaque carte présente dans cette zone rapporte 1 point. Les cartes pierre tombale utilisées sont ensuite écartées. En cas d'erreur, le fossoyeur retire de la grille autant de cartes célébrités qu'il y a d'erreurs, qu'il s'agisse d'un mauvais numéro ou d'une mauvaise position. Les célébrités qui ne font pas partie de la bande combinaison sont retirées en premier. Si une célébrité appartient à la combinaison mais qu'elle a été placée à une mauvaise position, elle reste en place. Toutes les célébrités retirées vont dans cette zone-là. Et chaque carte présente dans cette zone compte pour 1 point en négatif. Les joueurs disposent d'un maximum de 3 tentatives pour retrouver la bonne combinaison. Si après la 3e tentative, la combinaison n'a toujours pas été trouvée, le fossoyeur retire les 3 célébrités qui faisaient partie de la combinaison. Les célébrités correctement liées sont passées dans la zone positive, incorrectement liées dans la zone négative. Une fois la manche terminée, le rôle de fossoyeur passe au joueur suivant, dans le sens aiguille d'une montre. Ce nouveau fossoyeur reçoit 5 nouvelles cartes pierre tombale ainsi que les 9 cartes Aurora. Avant de commencer la manche suivante, complétez la grille en remplaçant uniquement les emplacements devenus vides. La partie prend fin après 3 manches. Pour déterminer le résultat, comparez le nombre de cartes présentes dans les 2 zones de score, vous calculez la différence. Si la différence est nulle ou positive, la partie est rapportée. Dans le cas contraire, toute l'équipe perd la partie. Si le mode coopératif de base vous semble trop facile, vous pouvez passer au mode avancé. La partie se déroulera toujours en 3 manches, mais les 2 dernières évoluent progressivement. La première se joue avec les règles du mode coopératif classique. À la 2e manche, vous allez ajouter les cartes tombes numérotées de 10 à 12. Chacune de ces nouvelles tombes est immédiatement recouverte dans sa partie inférieure par une carte célébrité. Le fossoyeur ajoute également à sa main les cartes Aurora 10 à 12. Et cette fois, il pioche 6 cartes pierre tombale. La combinaison à faire deviner est désormais de 4 chiffres. La 3e manche fonctionne sur le même principe. Vous ajoutez les tombes 13 à 15, pareil pour les cartes Aurora. Il pioche alors 7 cartes pierre tombale, et pour cette dernière manche, la combinaison numérique est composée de 5 chiffres. Le mode compétitif est prévu pour 6 à 8 joueurs. Contrairement au mode coopératif, les joueurs sont répartis en 2 équipes qui s'affrontent dans une partie plus rapide et plus compétitive. Vous allez former 2 équipes. Préparez ensuite le jeu comme pour le mode normal. Chaque équipe reçoit également une feuille de papier et un stylo. La partie se jouera en 4 manches, nommées A, B, C et D. À chaque manche, un joueur prend le rôle de fossoyeur. Les équipes alternent ce rôle d'une manche à l'autre. Le déroulement reste globalement identique, avec une différence importante. Le fossoyeur n'a jamais le droit d'écarter une carte pierre tombale pour en piocher de nouvelles. Lorsque les équipes pensent avoir trouvé la combinaison, chacune inscrit sa réponse sur sa feuille sans la montrer. Elles doivent y noter la manche, le nombre de tentatives et la combinaison numérique proposée. Les feuilles sont ensuite remises face cachée au fossoyeur. Dès que la première équipe a rendu sa réponse, l'autre équipe dispose de 15 secondes pour écrire la sienne. Le fossoyeur vérifie les réponses des 2 équipes. Il inscrit directement sur chaque feuille le nombre de points obtenus à côté de la combinaison proposée. Si une équipe a trouvé la combinaison exacte, elle marque 3 points. L'autre équipe marque 1 point pour chaque célébrité correctement placée. La manche prend alors fin. Donc voilà pour les règles de VIP-RIP. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le jeu ou son fonctionnement, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en likant la vidéo ou même en la partageant. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Cela aide aussi beaucoup la chaîne. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. N'hésitez pas à le faire. Et maintenant que le fonctionnement est bien en tête, je vous propose de prendre un peu de recul et de voir ce que VIP-RIP m'a réellement laissé comme impression autour de la table. Après plusieurs parties, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est à quel point le jeu arrive à créer énormément de discussions avec finalement des règles assez simples. Au départ, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un jeu d'association d'idées. Mais en pratique, il y a bien plus que cela. Toute la partie repose sur la manière dont les joueurs vont essayer de comprendre le raisonnement du fossoyeur, et c'est là que le jeu prend toute sa dimension.
Le rôle d'Aurora la Fossoyeuse est sûrement ce que j'ai préféré dans le jeu. On se retrouve dans une situation assez particulière, on connaît toutes les réponses, on entend les autres débattre, parfois à partir complètement dans la mauvaise direction, mais on n'a absolument pas le droit de les aider. Au contraire, il faut rester silencieux jusqu'au bout, tout en continuant de construire ses propres associations. Cette contrainte paraît anodine sur le papier, mais autour de la table elle fonctionne très bien. On se surprend plusieurs fois à avoir envie de réagir lorsqu'une équipe passe tout près de la bonne réponse ou, au contraire, construit un raisonnement totalement différent de celui qu'on avait imaginé. A l'inverse, lorsqu'on fait partie des joueurs qui cherchent la combinaison, les sensations sont totalement différentes. On ne cherche pas seulement la bonne célébrité, on essaie surtout de comprendre la logique d'une autre personne. Et ça change énormément la manière de réfléchir. Très souvent, on se demande si l'association est littérale, si elle repose sur une expression connue, un trait de caractère, sur une référence culturelle ou simplement sur une image qui a parlé au fossoyeur. Cette liberté d'interprétation fait que les discussions sont vraiment au cœur de la partie. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouvais particulièrement réussi. Le jeu pousse les joueurs à argumenter. Chacun défend son idée, essaie de convaincre les autres, apporte une référence que la table n'avait pas forcément vue. Et très souvent, une seule remarque suffit à faire changer la perception d'une carte. On passe régulièrement de « c'est forcément cette célébrité » à « mais oui, évidemment, comment je n'y avais pas pensé ?» Ce sont ces petits déclics qui rendent la partie particulièrement agréable. J'aime aussi beaucoup le fait que les cartes pierre tombale restent relativement ouvertes dans leur interprétation. Le jeu ne cherche jamais à imposer une seule façon de penser. Au contraire, il laisse beaucoup de place à l'imagination des joueurs. Deux groupes différents pourront créer des associations totalement différentes. Et même dans un même groupe, il est fréquent que plusieurs propositions paraissent crédibles. Cette richesse vient des joueurs eux-mêmes, ce qui rend chaque partie assez unique. Autre élément que j'ai trouvé malin, la combinaison numérique. Le défi ne consiste pas seulement à trouver les bonnes célébrités, il faut également réussir à les placer dans le bon ordre. Cette petite contrainte ajoute juste ce qu'il faut comme tension supplémentaire. Plusieurs fois, je me suis trouvé dans une situation où on était sûr de 3 célébrités concernées, mais où toute la discussion reposait justement sur leur ordre exact. Ce détail suffit souvent à faire basculer une tentative. Le système de 3 essais fonctionne très bien également. Il laisse une vraie place à la réflexion sans rendre la partie punitive. Après une première analyse, on réévalue ce qui a fonctionné ou non. On élimine certaines hypothèses et les discussions évoluent tout naturellement. On a vraiment l'impression d'avancer dans une enquête collective plutôt que de simplement tenter sa chance. J'ai également apprécié le petit dilemme proposé au fossoyeur lorsqu'il essaie de renouveler une pierre tombale. Sur le moment, cela peut sembler juste un moyen d'obtenir de nouvelles cartes. Mais la contrepartie est loin d'être anodine car il faut remplacer une célébrité présente dans la grille tout en l'envoyant dans la zone de score négative. Cela oblige à peser le pour et le contre. Est-ce que la nouvelle carte va réellement améliorer les associations possibles ou bien vaut-il garder une main moins inspirante pour éviter de perdre des points? Cette décision ajoute une vraie couche de réflexion au fossoyeur. Le rythme général m'a également convaincu. Pendant qu'un joueur prépare ses associations, les autres sont déjà pleinement investis dans la discussion. Il y a très peu de temps mort. Chacun reste concentré sur les échanges et les idées fusent naturellement. C'est un jeu où on regarde constamment les réactions des autres, où on écoute leurs arguments, on essaie de comprendre leur manière de penser. Cette implication permanente rend les manches très vivantes. Le mode avancé est à mon sens une excellente évolution. Il ne change pas les règles du jeu et conserve la fluidité des premières parties. En revanche, l'augmentation progressive du nombre de tombes, de cartes Aurora et de pierres tombales fait monter la difficulté de manière très naturelle. La quantité d'informations devient bien entendu plus importante à gérer. Les possibilités d'association se multiplient et les discussions fusent dans tous les sens. C'est une montée en puissance que j'ai trouvée particulièrement réussie. Le mode compétitif lui propose une expérience assez différente. La discussion reste au cœur du jeu, mais le fait qu'il y ait deux équipes apporte immédiatement une autre dynamique. Le simple fait de savoir que l'équipe adverse réfléchit exactement au même problème que nous crée une pression supplémentaire. Et lorsque la première équipe remet sa réponse, les 15 secondes laissées à la seconde équipe instaurent une véritable sensation d'urgence. Ce changement de rythme fonctionne très bien et donne réellement l'impression de jouer à deux jeux différents selon le mode choisi. L'accessibilité est bien sûr un des points forts du jeu. Les règles s'expliquent très vite et les nouveaux joueurs comprennent très vite ce qu'il faut faire. La vraie difficulté ne vient jamais des règles elles-mêmes. Elle vient des personnes autour de la table. Je pense d'ailleurs que c'est un jeu qui donnera le meilleur de lui-même, avec des joueurs qui aiment discuter, débattre, défendre leurs idées. Si votre groupe apprécie les jeux où on échange constamment, où chacun apporte sa propre vision et où le raisonnement s'entrecroise, il y a de fortes chances que celui-ci fonctionne à merveille. Au final, j'ai vraiment apprécié l'expérience proposée. Derrière des règles très accessibles se cache un jeu qui mise presque entièrement sur les interactions humaines. Les mécaniques sont finalement assez discrètes, mais elles servent totalement ce qu'elles cherchent à produire. Des discussions, des débats, des moments autour de la table, où chacun défend sa vision avec conviction. C'est ce genre de jeu qui ne crée pas seulement des énigmes à résoudre, mais aussi des souvenirs autour de la table. Et c'est probablement ce que je retiendrai le plus après mes parties. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.